nous commençons tout de suite cette séance avec un cas clinique mis au point qui va être présenté par le docteur Ahmed Idbeh de la Salpêtrière à propos d'un cas avec un flou visuel chez un patient porteur d'un glioblastome. Ahmed. Donc, bonjour à tous. Je souhaiterais tout d'abord remercier le comité d'organisation de m'avoir invité dans cette section neuro-oncologie pour vous présenter ce cas qu'on a intitulé flou visuel chez une patiente souffrant d'une tumeur cérébrale. Alors c'est l'histoire d'une jeune patiente de 29 ans, droitière, qui a comme principal antécédent une prééclampsie. Elle n'a pas d'antécédents familiaux particuliers, pas de facteur de risque particulier non plus. Elle vit en couple, elle est caissière et son histoire de la maladie remonte à il y a environ 1 an avec des épisodes récidivants de cacosmie. Et puis, 1 mois plus tard, elle commence à présenter des céphalées qui sont rebelles au traitement antalgique usuel, plutôt matinal. Donc une IRM est pratiquée, que vous voyez, qui montre un hyposignal temporal avec une prise de contraste centrale et qui apparaît, cette lésion apparaît également en hypersignal T2 sur les séquences flares. Alors la première question, est-ce que vous avez des hypothèses diagnostiques face à ce tableau clinico-radiologique ? J'ai entendu une tumeur cérébrale, c'est une de nos principales hypothèses, et dans les tumeurs cérébrales, celle qu'on a évoquée, c'est une tumeur gliale de haut grade, compte tenu de la prise de contraste, qui complique l'évolution d'une lésion de plus bas grade. Ici, vous voyez qu'on a un Attendez, on ne voit pas sur le pointeur. On voit cet hypersignal qui ressemble plus à de l'infiltrat tumoral qu'à un œdème vasogénique qu'on peut par exemple observer dans les tumeurs de haut grade. On ne voit pas l'aspect en doigt de gant classique qu'on observe dans les œdèmes vasogéniques. Alors on a évoqué ce diagnostic dans les tumeurs cérébrales parce que ça n'évoquait pas les autres tumeurs cérébrales primitives, comme par exemple les lymphomes cérébraux primitifs qui apparaissent généralement comme des processus expansifs intracrâniens qui prennent le contraste de manière homogène, de manière cotonneuse, comme vous pouvez le voir sur ce cas. Ça n'évoquait pas non plus une tumeur gliale apparaissant d'emblée, ce qu'on appelle un gliome ou un glioblastome de novo. On n'avait pas cette prise de contraste périphérique et cette nécrose centrale. L'image de la patiente n'évoquait pas non plus une métastase cérébrale, comme chez ce patient, où on observe généralement des lésions arrondies qui prennent le contraste en cocarde et qui sont localisées de manière privilégiée à la jonction entre la substance grise et la substance blanche. Et ça n'évoquait pas non plus, parmi les processus expansifs, un abcès cérébral, puisqu'on n'avait pas cette prise de contraste périphérique et cette nécrose centrale. Alors, nous évoquons donc une tumeur cérébrale de haut grade, un gliome de haut grade compliquant une lésion de plus bas grade. Quel bilan effectuez-vous? Quels examens complémentaires vous envisagez pour essayer d'écarter des diagnostics différentiels? Alors bien sûr, oui. Un bilan d'extension? Oui, un bilan à la recherche d'une lésion extra-neurologique avec un scanner thoraco-abdominal, par exemple. Effectivement, c'est ce qu'on a effectué. On a également fait une sérologie VIH à la recherche d'une immunodépression. Ce bilan était tout à fait normal. Il n'y avait pas de lésion sur le scanner thoraco-abdominal. La sérologie VIH était négative. Dans l'hypothèse d'une tumeur cérébrale, il faut aller plus loin, avoir un diagnostic histologique pour être sûr du diagnostic tumoral et du sous-type tumoral. Donc la patiente a été opérée, comme vous pouvez le voir sur cette image, avec une résection, un geste qui était à la fois thérapeutique et diagnostique, avec une résection tumorale partielle, puisque vous voyez ici la lobectomie temporale droite. Le chirurgien n'a pas pu réséquer l'ensemble de la tumeur, puisque vous voyez à la partie postérieure qu'il reste un reliquat tumoral. Donc le premier objectif
du geste était bien sûr thérapeutique et le deuxième était diagnostique. Et vous voyez, après l'examen neuropathologique, le diagnostic retenu est celui de glioblastome. Alors le glioblastome, c'est la tumeur cérébrale primitive maligne la plus fréquente chez l'adulte. Généralement, sous microscope, ces tumeurs sont caractérisées par des cellules très indifférenciées, une forte densité de cellules tumorales, la présence de nécrose centrale, autour de laquelle sont organisées les cellules en palissade. Il y a aussi de la néoangiogénèse, des figures mitotiques qui traduisent l'agressivité de ce type de tumeur. Le standard de soins chez les patients qui souffrent d'un glioblastome repose sur la chirurgie aussi maximale que possible, comme ça a été fait chez notre jeune patient, suivi d'une radiothérapie combinée à de la chimiothérapie par un agent alkylant qu'on appelle le temozolomide, et puis suivi d'une chimiothérapie, la même, le temozolomide, pendant 6 mois. Et ce standard de soins a été établi en 2005. Il a permis d'augmenter le nombre de patients non survivants à 20% à 2 ans. Néanmoins, la médiane de survie de ces patients reste limitée puisqu'elle est aux alentours de 15 mois. On a donc besoin de nouveaux traitements et on propose volontiers à nos patients chez lesquels on diagnostique un glioblastome la participation à un essai clinique testant des stratégies thérapeutiques innovantes. Donc on a proposé à notre patiente la participation à un essai clinique qui s'appelle Checkmate 548. C'est un essai clinique de phase 3, randomisé, contrôlé contre placebo, qui évalue un inhibiteur des checkpoints immunitaires, le nivolumab, qui est un anticorps anti-PD1 sur lequel on va revenir. Donc la patiente a signé son consentement et ensuite elle a été randomisée avec 2 bras possibles, 2 bras de randomisation. Le premier bras qui est le traitement standard, radiochimiothérapie concomitante et chimiothérapie adjuvante, plus placebo, et le bras expérimental, le traitement standard, radiochimiothérapie concomitante, plus le nivolumab. Cet essai est en double aveugle, donc ni la patiente ni nous ne savons ce qu'elle reçoit, et le placebo et le nivolumab sont administrés par voie intraveineuse tous les 15 jours. Alors ces inhibiteurs des checkpoints immunitaires, ça a été, et c'est une véritable révolution dans le traitement des cancers, avec ici 2 exemples qui illustrent l'impact de ces nouvelles stratégies thérapeutiques. Ici, c'est un essai clinique qui est dédié aux patients qui souffrent d'un mélanome métastatique. Alors vous voyez sur cette courbe de Kaplan-Meier, en abscisse, c'est la survie, et puis en ordonnée, c'est le nombre de survivants. La moitié des patients ont été traités par la chimiothérapie conventionnelle chez les patients qui souffrent d'un mélanome qui est la dacarbazine, et l'autre moitié des patients ont été traités par le nivolumab, qui est donc un inhibiteur des checkpoints immunitaires, et vous voyez que la différence est extrêmement importante, puisque la médiane de survie est aux alentours de 10 mois chez les patients traités par chimiothérapie classique. En revanche, elle n'est pas atteinte chez les patients traités par nivolumab, par l'inhibiteur du checkpoint immunitaire, cet anti-PD1. Et ici, une image qui illustre ces réponses tumorales qu'on observe avec le nivolumab, avec ces inhibiteurs de checkpoint immunologique, un patient qui présente des métastases cutanées d'un mélanome, et vous voyez qu'au fil du traitement, on observe une réponse tumorale complète. Alors, comment marchent ces anti-PD1, ces inhibiteurs des checkpoints immunologiques? Alors, la cellule clé dans la défense immunitaire contre les cellules tumorales, c'est le lymphocyte T. Et à sa surface, il va présenter des récepteurs, dont celui qui va nous intéresser, PD1, qui vont jouer un rôle important en tant qu'activateur ou inhibiteur de son activité, donc qui joue un rôle clé dans l'homéostasie immunitaire des tissus. Et donc, vous allez voir sur cette petite animation, donc, il présente des marqueurs, des récepteurs à sa surface, soit des récepteurs qui vont l'activer en vert, soit des récepteurs qui vont au contraire l'inhiber en rouge. Et la première étape de l'activation des lymphocytes, c'est le lien avec les cellules présentatrices de l'antigène. Et si on donne l'inhibiteur, eh bien, là, on va freiner le lymphocyte, donc on va l'activer, on va freiner le frein, donc ce qui aboutit à une activation. La cellule tumorale, elle aussi, elle a développé des mécanismes de résistance en stimulant les freins des lymphocytes T.
Et donc, si on donne un frein du frein, ça va résulter en une activation du lymphocyte T qui va ensuite détruire la cellule tumorale en libérant notamment de la perforine et du granzyme. Alors, on a parlé d'un seul inhibiteur de PD1, le nivolumab, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont en cours de développement et dont d'autres qui sont déjà approuvés. Donc, il y a les inhibiteurs de PD1 avec le nivolumab ou le pembrolizumab. Il y a aussi l'inhibiteur du ligand de PD1, qui est PDL1, avec 3 inhibiteurs. Et puis, il y a d'autres inhibiteurs qui sont développés contre d'autres synapses immunologiques, d'autres checkpoints immunitaires, comme les inhibiteurs des anti-CTLA4. Alors, ces différents inhibiteurs des checkpoints immunitaires sont déjà approuvés dans de nombreux cancers, comme vous pouvez le voir sur cette figure, dans le cancer du poumon, le cholangiocarcinome, le mélanome, et beaucoup d'autres indications vont arriver puisque ces immunothérapies sont en cours d'évaluation dans de nombreux essais cliniques. Alors en neuro-oncologie, on espère avoir le même succès que nos collègues qui traitent des cancers d'autres organes. Et on va avoir la réponse probablement l'année prochaine avec l'essai auquel participe la patiente, mais on a quand même déjà des preuves de concept de l'efficacité de l'immunothérapie dans les tumeurs cérébrales. Ici, c'est un cas qui a été un cas d'un patient qui présente un glioblastome en récidive avec, vous voyez, deux prises de contraste. Il est traité par nivolumab, donc c'est anti-PD1, et vous voyez qu'au fil du traitement, on observe une réponse tumorale complète. Donc on a quand même des signes prometteurs d'efficacité potentielle de ces inhibiteurs des checkpoints immunitaires dans les tumeurs cérébrales. Alors on va revenir à notre patiente. Elle a donc décidé de participer à l'essai clinique. Elle est randomisée soit dans le bras placebo, soit dans le bras nivolumab, on ne sait pas encore. Et au terme de la 3e perfusion, donc elle reçoit la radiothérapie, puis les perfusions tous les 15 jours de nivolumab ou de placebo, et au terme de la 3e perfusion, elle va présenter une baisse des plaquettes assez importante, puisqu'elle a 2000 plaquettes, une baisse des neutrophiles à 400, et puis une anémie également. Suite au bilan qui a été effectué, avec notamment un myélogramme et un dosage des anticorps antiplaquettaires, on a conclu à une aplasie, avec nos collègues internistes, à une aplasie médulaire centrale, dysimmunitaire, potentiellement liée au nivolumab. On n'exclut pas non plus une toxicité surajoutée du temozolomide, comme toutes les chimiothérapies. Donc on a bien sûr arrêté le traitement par temozolomide et le traitement expérimental. La radiothérapie a été poursuivie. Compte tenu du caractère immunologique de l'aplasie et des potentiels traitements immunosuppresseurs lourds, on a levé l'aveugle et effectivement, la patiente était sous nivolumab. Elle a donc été traitée par immunosuppresseurs, cyclosporine et corticoïdes, associés à des facteurs de croissance leucocytaires et plaquettaires. Avec ce traitement immunosuppresseur, la patiente s'améliore sur le plan hématologique, elle va toujours bien sur le plan neurologique, puisqu'elle était asymptomatique, en dehors des crises temporales qu'on a évoquées au début de la présentation. Donc on continue son traitement immunosuppresseur en réduisant progressivement les doses, et puis on continue également son traitement antitumoral par temozolomide, sa moelle osseuse ayant complètement récupéré. Puis, après le 2e cycle de chimiothérapie par Temodal, elle va présenter une symptomatologie visuelle qu'elle décrit comme un flou visuel. Elle a vu l'ophtalmologiste qui n'observe pas d'anomalie, notamment au fond d'œil, ni au niveau du segment antérieur de l'œil. Son examen neurologique reste strictement normal. On lui fait donc une IRM cérébrale pour explorer cette nouvelle symptomatologie que je vais vous montrer juste après. Alors, si ça va bien marcher. Donc on va commencer par le T1, sans injection, où on observe la cavité opératoire, pas d'autres anomalies associées. Je vais vous montrer maintenant le T1 avec injection, qui est plus impressionnant, où vous allez voir
de nombreuses prises de contraste périventriculaires qui sont associées sur les séquences T2 flares à des hypersignaux multiples. Donc je vous remontre une dernière fois le T1 avec injection qui est le plus impressionnant. Alors, donc, devant cette patiente qui présente un flou visuel, chez laquelle on observe à l'IRM de nombreuses prises de contraste périventriculaires associées à des hypersignaux T2 flares, quelles sont vos hypothèses et surtout quels sont les examens complémentaires que vous envisagez pour explorer ce tableau clinico-radiologique? Alors, qu'est-ce que vous demandez? Pardon, j'ai entendu une IRM de la moelle, oui, tout à fait. D'autres examens? Une ponction lombaire, oui, tout à fait. On a été amené à faire cet examen, donc je vais vous donner les résultats. Alors, en plus de ces deux examens, on a effectué d'autres explorations, donc un bilan sanguin qui est strictement normal. L'IRM médulaire dont on a parlé est également normal, il n'y a pas d'anomalie sur les séquences T2, notamment, il n'y a pas de prise de contraste leptoméningé. Et puis elle a effectivement eu également une analyse du liquide céphalorachidien, dont vous voyez afficher les résultats avec une hyperprotéinorachie, 14 éléments essentiellement lymphocytaires. Il n'y a pas de synthèse intratécale d'immunoglobulines, pas de cellules tumorales. Dans l'hypothèse de lésion lymphomateuse, il y a eu un dosage de l'interleukine 10 qui est indétectable. Il y a eu un dosage également de l'interleukine 6 qui est très élevé, à 98 pour une normale inférieure à 10. Ce profil cytokinique plaide plutôt en faveur d'anomalies inflammatoires. Elle a eu bien sûr un bilan infectieux avec des PCR à la recherche d'infections virales qui étaient négatives. La recherche de BK, de tuberculose, était négative et il n'y avait pas de champignons détectés. Elle a eu également un bilan auto-immun qui était négatif et dans le LCR, on a recherché également les anti-aquaporines et les anti-MOG qui étaient négatif. Alors, compte tenu de ce bilan, plaidait plutôt pour une maladie inflammatoire. En tout cas, on a écarté un processus infectieux et un processus tumoral. On a retenu le diagnostic de lésions cérébrales multiples inflammatoires d'apparition monophasique qu'on a relié au nivolumab, à l'anti-PD1. La patiente a été traitée par corticoïdes, d'abord par voie intraveineuse avec un relais par voie orale. Et vous voyez que notre cas clinique ressemble beaucoup à un autre cas clinique publié en 2015 chez une femme de 60 ans qui souffrait d'un mélanome et qui a été traitée par nivolumab, chez laquelle également est apparue des anomalies de la substance blanche inflammatoire. Malheureusement, cette patiente est décédée, elle n'a pas eu la même chance que notre patiente, dont vous voyez ici l'évolution au fil des mois. Donc on voit le reliquat tumoral, qui n'avait pas été atteint par nos collègues chirurgiens, les hypersignaux périventriculaires qui accompagnaient le flou visuel, et sous corticoïdes, vous voyez une réponse lésionnelle favorable. Alors je vais vous dire quelques mots maintenant des complications générales et puis des complications neurologiques des inhibiteurs des checkpoints immunologiques. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, les effets indésirables peuvent concerner véritablement tous les organes, avec quand même un tropisme particulier pour la peau. Un tiers des patients vont présenter des effets indésirables cutanés qui peuvent se limiter à un rash maculo-papuleux, mais ça peut aller jusqu'à un syndrome de Lyell ou un vitiligo. Le tube digestif est également touché chez 20% des patients. Ça se manifeste, c'est des entérocolites qui se manifestent généralement par des diarrhées. 10% des patients sous inhibiteurs des checkpoints immunitaires présentent des pneumopathies interstitielles avec des infiltrats immunitaires. Le système endocrinien est également touché de manière relativement fréquente au niveau central avec des hypophysites, mais également au niveau périphérique avec des dysthyroïdies.
soit des hyper, soit des hypos. Et puis on observe également des anomalies hépatiques avec des hépatites inflammatoires. Alors qu'en est-il du système nerveux? Alors, le système nerveux est relativement épargné, mais il y a quand même des effets indésirables sévères chez 1% des patients. Et chez 10% des patients, on peut observer des effets indésirables modérés, comme des céphalées, des troubles, une instabilité à la marche. Et vous voyez que le spectre est relativement large, puisque ça peut concerner à la fois le système nerveux central, mais également le système nerveux périphérique. Au niveau du système nerveux central, on peut observer des encéphalites, des méningites aseptiques. Il y a eu quelques cas de myélite qui ont été rapportés. Et au niveau du système nerveux périphérique, on peut observer des polyneuropathies démyélinisantes, de vrais syndromes de Guillain-Barré ou des formes de polyradiculonévrite plus chroniques. Il peut y avoir également des atteintes des paires crâniennes de manière isolée ou s'intégrant dans des méningo-radiculites. Il existe également des syndromes myasthéniques qui sont rapportés avec ces inhibiteurs des checkpoints. Et puis enfin des myosites. Et parfois, il peut y avoir même la combinaison entre un syndrome myasthénique et une myosite. Et vous voyez que ça peut être assez piégeant, puisque ça peut apparaître plusieurs mois après l'initiation du traitement, voire plusieurs mois après l'arrêt du traitement par inhibiteur des checkpoints. Alors, quelques images pour illustrer ces différents effets indésirables neurologiques. En haut à gauche, vous voyez une patiente de 86 ans qui souffrait d'un mélanome et qui a été traitée par pembrolizumab, donc qui est un anti-PD1, voisin du nivolumab, et qui va présenter une myasthénie avec qui touche essentiellement oculopharyngée, puisqu'elle va présenter un ptosis fluctuant et des troubles de déglutition fluctuants qui évoluent favorablement à l'arrêt du traitement. Un autre exemple ici d'une patiente de 56 ans, suivi également pour un mélanome, puisque c'est dans cette indication que ces inhibiteurs des checkpoints ont été approuvés pour la première fois, et qui va présenter une difficulté à la marche avec des douleurs musculaires, une élévation des CPK à plus de 1000. Vous voyez que sur le scanner musculaire, on ne voit rien de particulier. En revanche, sur le PET scan au 18 FDG, on voit une hyperfixation qui plaide en faveur d'une atteinte inflammatoire du muscle. Dans les autres effets indésirables dont je vous ai parlé, un cas ici d'une patiente de 82 ans, suivie pour un cancer digestif et traitée également par un anti-PD1, qui va présenter un tableau neurologique principalement de confusion, avec une méningoencéphalite. Et on voit ici les prises de contraste méningées. Et enfin, un dernier cas d'une jeune patiente de 27 ans qui a été suivie dans le service, qui a été suivi d'abord par nos collègues oncologues pour un cancer du rein, traité par ipilimumab, qui est cette fois-ci l'inhibiteur d'un anti-CTLA4, et qui va présenter dans le cadre d'une méningo-radiculite une atteinte des voies optiques, ici avec une prise de contraste au niveau des nerfs optiques. La patiente avait présenté des troubles visuels. Elle a été traitée par corticoïdes. Et vous voyez la prise de contraste qui disparaît. Elle s'est également améliorée cliniquement concernant ces troubles visuels. Alors, quelle est l'attitude à avoir face à un patient qui présente des signes neurologiques alors qu'il est traité par inhibiteur de checkpoint immunitaire? Alors, face à des signes neurologiques, la première chose, c'est d'écarter une cause infectieuse. Ces patients sont souvent immunodéprimés en raison des différents traitements oncologiques qu'ils ont reçus et qui sont souvent immunosuppresseurs. Il faut écarter un syndrome neurologique paranéoplasique. Ces patients ont un cancer qui peut être la source, comme les cancers bronchiques à petites cellules, de syndrome paranéoplasique. Donc il faut faire un dosage des anticorps antineuronaux. Il faut écarter une progression tumorale si on est face à une tumeur cérébrale primitive ou des métastases dans le cadre d'un cancer systémique. Et si on a écarté ces différentes hypothèses, eh bien on retiendra le diagnostic de signes neurologiques dysimmunitaires reliés à ces inhibiteurs des checkpoints immunitaires. Parfois avec la présence d'auto-anticorps, mais dans la majorité des cas sans présence d'auto-anticorps. Une fois le diagnostic posé, comment prendre en charge ces patients? Alors, en fonction de la gravité du tableau, de la sévérité, selon l'axe des ordonnées ici,
eh bien, il y a une escalade thérapeutique. Lorsque l'effet indésirable est relativement modéré, on peut se limiter à des traitements symptomatiques. En revanche, quand il se majore, il faudra arrêter, puisqu'on peut continuer malgré tout, si l'effet indésirable est modéré, l'inhibiteur du checkpoint, si le patient en tire un bénéfice important sur le plan oncologique. Si les troubles sont plus sévères, on instaure des immunosuppresseurs, d'abord des corticoïdes par voie orale, puis des corticoïdes par voie intraveineuse. Et puis, dans les formes extrêmement sévères ou résistantes aux corticoïdes, se pose la question de manière collégiale d'introduire des immunosuppresseurs, comme le cyclophosphamide, par exemple, ou le CEL7. Il faut discuter également les immunoglobulines, mais ça se discute vraiment de manière collégiale. Alors, mon avant-dernière diapositive pour conclure sur les effets indésirables des immunothérapies et des inhibiteurs des checkpoints immunologiques au niveau neurologique. Vous voyez qu'ils sont multiples et polymorphes. Ils touchent à la fois le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le diagnostic doit être fait le plus rapidement possible et le traitement instauré également le plus rapidement possible, puisque vous voyez que les pronostics à la fois fonctionnels et vitaux du patient en dépendent. Et en tant que neurologue, on sera de plus en plus confronté à ces effets indésirables immunologiques des immunothérapies. Je vous ai parlé des inhibiteurs des checkpoints immunitaires dont les indications s'étendent au fil des mois. Mais il y a beaucoup d'autres immunothérapies qui sont en cours d'évaluation et qui vont très certainement arriver prochainement chez nos patients, comme les vaccins peptidiques, les virus oncolytiques ou les immunothérapies cellulaires avec les cellules dendritiques, les CAR-T-cells ou les cellules NK, par exemple. Alors, ma dernière diapositive pour remercier les collègues qui m'ont aidé dans cette présentation, le docteur Di Stefano, le docteur Walid Jaber, qui est interne dans le service, le docteur Psimaras. Et si vous êtes confronté à des interrogations face à un patient qui présente des effets indésirables potentiels des immunothérapies, sachez que vous pouvez en discuter avec le groupe qui s'intéresse à la toxicité des traitements oncologiques, qui est le groupe Onconeurotox, auquel vous pouvez présenter votre dossier. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On n'a pas le temps pour beaucoup de questions. Juste une très rapide. L'imagerie que vous avez présentée, c'est celle qui peut ressembler dans des encéphalites aiguës disséminées. Avec l'atypique, il n'y a pas d'atteinte de myélite. Est-ce que dans ces cas-là, il n'y a pas d'indication s'il y a des échanges plasmatiques? Ça fait partie dans l'escalade thérapeutique. Certains patients ont bénéficié de plasmaphérèse, tout à fait. Donc, mais chez notre patiente, l'évolution a été relativement favorable avec des doses de corticoïdes, donc on n'a pas escaladé davantage. On réduit actuellement très progressivement ces corticoïdes. Merci beaucoup Ahmed. Donc, pour tenir le temps, nous continuons et je passe donc la parole à François Ducret de Lyon qui va nous parler des actualités en neuro-oncologie. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de me donner l'occasion de vous parler donc des actualités thérapeutiques en neuro-oncologie. Alors, voici mes conflits d'intérêts. Je vous laisse regarder. Et donc, pour ces actualités, j'ai choisi de faire 3 mises au point. L'une sur le diagnostic des gliomes, ensuite sur le traitement des glioblastomes, dont on a déjà parlé avec Ahmed. Et puis, je vous dirai également quelques mots des actualités thérapeutiques dans les métastases cérébrales. Alors, je procédais sous la forme de questions, un peu comme aux actualités des JNLF. Voilà. Donc, 2 patients, vous pouvez voir donc, à droite, c'est un patient qui a 70 ans, un patient âgé, une lésion hétérogène, fronto-calleuse. Il est biopsié et l'histologie est en faveur d'un glioblastome. Bon, ce sont croyez-moi sur parole, mais vous voyez, c'est des lésions des cellules un peu indifférenciées, il y a de la prolifération endothélo-capillaire. Localement, il est lu le diagnostic c'est celui d'un glioblastome, il est même relu dans le cadre d'un réseau national, et sur la base de l'histologie, le diagnostic retenu, c'est celui d'un glioblastome. L'autre patiente, c'est une patiente jeune qui présente une diplopie, qui révèle une lésion thalamo-mésencéphalique, et c'est une biopsie également, et l'histologie
voyez qu'elle est différente. Ce sont des petites cellules des cellules tumorales plus arrondies avec un aspect typique en œuf au plat, comme ça, qui évoque un oligodendrogliome localement et puis également dans le cadre d'une relecture. Et la question chez ces deux patients, c'est à l'heure actuelle, est-ce que vous pensez que ce diagnostic est suffisant pour proposer un traitement ou est-ce qu'une analyse moléculaire est nécessaire au diagnostic? Voilà, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez voter dans votre tête et puis ensuite on verra la réponse ultérieurement. Alors pourquoi on se pose la question? Pourquoi cette question se pose? C'est parce que ces dernières années, on a fait des progrès importants dans la caractérisation de la biologie des gliomes et qu'on a pu identifier qu'il existait désormais 3 grandes voies de gliomagénèse. Une voie qui correspond à celles de gliomes qui sont habituellement de bons pronostics, ceux qui sont de meilleurs pronostics, qui typiquement ressemblent à des oligodendrogliomes au niveau histologique et qui sont caractérisés par 2 altérations, la mutation d'IDH et l'existence d'une codélétion 1p19q. L'autre voie des gliomes avec mutation d'IDH correspond à celle qui, en général, au niveau histologique, ressemblent à des astrocytomes, qui sont des gliomes de pronostic intermédiaire et qui sont caractérisés par la présence de cette mutation d'IDH, mais il n'y a pas la codélétion 1p19q. Et enfin, la troisième voie, qui est la voie la plus fréquente, est celle des glioblastomes, où il n'y a pas la mutation d'IDH. Et vous savez que ce sont des gliomes de très mauvais pronostic, et habituellement, au niveau histologique, ça ressemble à des glioblastomes. Alors, de manière intéressante, ces 3 grandes voies de gliomagénèse, on peut les distinguer de manière extrêmement simple avec ces 2 biomarqueurs que sont la mutation d'IDH et la codélétion 1p19q. Et vous voyez par exemple que pour des gliomes anaplasiques, indépendamment de l'histologie, si vous regardez uniquement ces 2 biomarqueurs, vous pouvez distinguer 3 grands groupes de gliomes au pronostic radicalement différents, avec ceux qui ont la mutation d'IDH et la codélétion 1p19q, qui ont une médiane de survie prolongée au-delà de 10 ans, alors que ceux qui n'ont pas la mutation d'IDH, vous voyez, ont une médiane de survie de l'ordre de 2 ans comme des glioblastomes, et ceux qui ont uniquement la mutation d'IDH ont un pronostic intermédiaire. Bien entendu, cela va impacter la prise en charge thérapeutique des patients. Alors, la difficulté, c'est que même si fréquemment il existe une bonne correspondance entre l'aspect histologique et le profil moléculaire, clairement, il existe aussi régulièrement des discordances, et c'est la raison pour laquelle, dans la nouvelle classification des tumeurs cérébrales et des gliomes, il a été décidé d'intégrer la biologie moléculaire dans le diagnostic et de parler d'oligodendrogliome si histologiquement ça ressemble à un oligodendrogliome, mais surtout si ça a un profil moléculaire d'oligodendrogliome, de parler d'astrocytome si le profil moléculaire correspond à celui attendu pour un astrocytome, et de même pour les glioblastomes. Et par ailleurs, grâce au progrès de nos connaissances en biologie, on a identifié également d'autres altérations, des mutations particulières qui peuvent définir des sous-types particuliers de gliomes. Alors, donc la réponse, une analyse moléculaire est-elle nécessaire au diagnostic? Oui, parce qu'il est important de confronter le profil histologique et le profil moléculaire pour savoir s'il y a une bonne concordance. Et par exemple, si on prend ce patient, 70 ans, bon, ça n'a rien d'étonnant de faire un glioblastome à 110 ans, l'aspect est hétérogène, nécrotique, la localisation frontocalleuse, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. En soi, rien de choquant comme ça quand on regarde l'histologie. Par contre, au niveau de la biologie moléculaire, on voit que ce patient a une mutation d'IDH, une codélétion 1p19q, et vous voyez que c'est un profil typique d'oligodendrogliome. Alors, dans la nouvelle classification, comment on appelle désormais, quand on intègre l'histologie et la biologie moléculaire, le diagnostic est évidemment celui d'un oligodendrogliome anaplasique avec codélétion 1p19q. Ce patient a été traité en 2010, aux dernières nouvelles, il va bien. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important de repérer ces patients? Parce que clairement, la prise en charge, quand on sait qu'un patient peut avoir une survie prolongée, elle ne va pas être la même que dans le cadre d'un glioblastome. Et actuellement, si on faisait le diagnostic chez ce patient d'oligodendrogliome anaplasique avec codélétion 1p19q, on lui proposerait de participer à un essai clinique français, multicentrique, qui compare 2 stratégies.
la stratégie standard de radiothérapie et de chimiothérapie à une stratégie de chimiothérapie première en ne regardant la radiothérapie que si besoin en cas de progression, car on sait que ces patients qui ont une survie prolongée sont à risque de développer des troubles cognitifs post-radiothérapie, et c'est la raison pour laquelle l'objectif de cet essai est de voir si, en commençant uniquement par la chimiothérapie, ça permettrait d'augmenter la survie sans détérioration cognitive. La deuxième patiente, chez cette patiente, sans avoir encore la biologie moléculaire, on pouvait voir quand même qu'il y avait une atypie. Les oligodendrogliomes sont des tumeurs essentiellement lobaires, frontales, et cette jeune femme a une tumeur de la ligne médiane. Et au niveau histologique, on voit qu'il n'y a pas de mutation d'IDH, et par ailleurs, on identifie une mutation particulière, qui est une mutation des histones qu'on trouve typiquement dans les gliomes du tronc de l'enfant. Et en fait, cette jeune femme, elle a ce qu'on appelle désormais un gliome de la ligne médiane avec mutation des histones. Et le fait de retrouver cette mutation des histones, indépendamment de l'histologie, confère un grade 4, car ce sont des tumeurs extrêmement agressives. Donc voici le diagnostic intégré. Malgré l'aspect rassurant de l'histologie, le fait de retrouver cette mutation, elle est reclassée en gliome agressif de grade 4 avec mutation des histones. Et chez cette jeune femme, vous voyez que malheureusement, malgré un traitement de radiochimiothérapie qui a permis initialement un contrôle de la maladie, il y a une rechute, et puis après, malgré plusieurs lignes de chimiothérapie, elle est décédée 1 an plus tard. Quelles sont les pistes chez ces patients? Dans un tiers des cas, ils ont des altérations moléculaires particulières du gène FGFR pour lesquelles on est actuellement en train de tester les thérapies ciblées. L'immunothérapie fait partie des autres pistes, mais vous voyez que clairement, la prise en charge nécessite d'être complètement différente que celle du patient précédent. Alors, chapitre suivant, traitement des glioblastomes. Ahmed vous a présenté tout à l'heure que le traitement de référence de ces tumeurs, c'est la radiochimiothérapie concomitante puis adjuvante avec du temozolomide, selon le protocole dit de STUP. Et finalement, depuis 2005, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut faire mieux que ce schéma thérapeutique? Alors, voici le cas d'une patiente de 60 ans qui présente des troubles du langage. On fait une biopsie, celle d'un glioblastome sans mutation d'IDH, un vrai glioblastome de novo. Et la question que je vous pose, c'est à votre avis, quelle est la stratégie qui pourrait être chez cette patiente supérieure à à la stratégie standard? Le STUP plus un vaccin dirigé contre le récepteur à l'EGF, cette stratégie avec un anticorps dirigé contre le récepteur à l'EGF, un anticorps couplé à un cytotoxique, ou cette stratégie associée à ce qu'on appelle l'électrothérapie. Alors, le récepteur à l'EGF depuis longtemps, on pense que c'est une cible thérapeutique potentiellement extrêmement intéressante dans les glioblastomes, puisque le récepteur à l'EGF est amplifié dans 40% des cas, et dans 30% des cas, il existe, en plus de l'amplification, une délétion de la partie extracellulaire du récepteur, qui fait que le récepteur est constitutionnellement activé, même en l'absence de ligand. On avait essayé des thérapies ciblées qui n'avaient pas permis, finalement, qui n'avaient pas démontré d'efficacité, et un résultat très attendu était celui d'une immunothérapie avec un vaccin. On vaccinait les patients avec une partie du peptide qui correspond au néantigène, avec l'idée que le système immunitaire allait s'attaquer aux cellules tumorales porteuses de cet antigène qu'on trouve uniquement dans les cellules de glioblastome. Malheureusement, cet essai qui était très attendu, c'est un essai très bien fait, 750 malades en double aveugle, comme vous pouvez le voir sur ces courbes, n'a pas démontré l'efficacité de cette stratégie. Néanmoins, une stratégie qui pourrait à l'avenir donner des résultats intéressants, c'est celle de l'utilisation d'anticorps qui sont couplés à un cytotoxique, et l'objectif de ce traitement, c'est finalement que l'anticorps aille se fixer sur les récepteurs à l'EGF et permettre l'entrée dans la cellule d'un traitement cytotoxique.
Pour l'instant, les résultats dont on dispose sont les résultats d'une phase 2 randomisée à la récidive qui laisse penser que l'utilisation de cet anticorps armé pourrait avoir un bénéfice, et cette stratégie est actuellement en cours d'évaluation dans le cadre d'une étude de phase 3 au début de la maladie. Donc, finalement, on a vu que les vaccins anti-EGFR, finalement, c'est négatif. La stratégie en première ligne, elle est en cours d'évaluation, et même si ce n'était pas la réponse la plus intuitive, finalement, à l'heure actuelle, la stratégie qui pourrait, chez cette patiente, être plus efficace que celle standard, c'est celle de l'électrothérapie. Alors, qu'est-ce que c'est le principe? Vous voyez, le principe de ce traitement, c'est la réalisation de champs électriques transcutanés en continu. Les patients ont le crâne rasé, ont des électrodes sur la tête, sont branchés à une batterie et doivent être branchés 18 heures sur 24, avec l'idée que les cellules, pour se diviser, ont besoin d'avoir leurs chromosomes bien alignés dans le cadre du fuseau mitotique, et que le champ électrique va perturber ce fuseau mitotique et induire l'apoptose. Alors, cette stratégie a été testée dans le cadre d'un essai clinique de phase 3 en première ligne. Les patients avaient soit une radiochimiothérapie, soit la radiochimiothérapie et ce dispositif. Et, on va dire, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, il y a eu un bénéfice qui a été observé sur la survie sans progression, voilà, mais également en termes de survie globale. Hein. Donc ça, c'est l'intérêt de la recherche clinique, de tester des hypothèses. Je pense que la plupart des neuro-oncologues, s'ils avaient dû parier à l'avance, ils auraient plus parié pour l'immunothérapie ou une thérapie ciblée que sur ce dispositif. Néanmoins, quand on regarde ces courbes, on observe une différence. Alors, malgré ces courbes, il faut convenir du fait que toute la communauté n'est pas convaincue encore par ce dispositif. La principale raison étant le fait que cette étude n'a pas été conduite contre placebo. Et certains font l'hypothèse, en tout cas on ne peut pas éliminer que cette différence qu'on observe puisse être liée à un super effet placebo. Est-ce que vous imaginez, les patients, ils ont un casque sur la tête, 18 heures sur 24, ils sont branchés à la batterie, et tandis que les autres non. Et en plus, ce dispositif nécessite des visites de techniciens à la maison plus fréquentes, et donc potentiellement une prise en charge renforcée. Et dans d'autres tumeurs, dans le cancer du poumon notamment, il y a des essais cliniques qui ont été faits où les patients ils avaient soit une prise en charge standard, soit une prise en charge plus des soins de support, des soins palliatifs. Et ceux qui avaient les soins palliatifs avaient une survie supérieure à ceux qui avaient une prise en charge standard uniquement parce qu'on s'occupait mieux d'eux. Et voilà, donc ceux qui sont sceptiques disent que peut-être cet effet qu'on observe n'est pas lié à l'effet de la machine, mais peut-être au fait qu'on s'occupait mieux des patients. Actuellement, ce dispositif est en cours d'étude dans d'autres tumeurs, et il faudra voir les résultats d'essais dans d'autres contextes tumoraux pour voir si l'effet se confirme ou pas, et potentiellement réaliser des essais en double aveugle. Pour l'instant, ce traitement n'est pas disponible en France. Il y a aussi un problème de coût qui n'est pas résolu. Alors, dernier focus sur le traitement des métastases cérébrales. Voici une patiente qui fait une crise d'épilepsie qui révèle plus de 3 métastases cérébrales. On en compte ici sur ces images 6. Voilà. Ceci révèle un cancer du poumon. Elle a une biopsie. On voit que c'est un adénocarcinome pulmonaire avec mutation du gène de l'EGFR. Et la question qui est posée, c'est, à votre avis, est-ce qu'on peut proposer un autre traitement qu'une radiothérapie de l'encéphaline toto? Voilà. Et si oui, lequel? Est-ce que c'est la radiochirurgie, une immunothérapie, une thérapie ciblée anti-EGFR? Alors, pourquoi est-ce qu'on se pose la question de ne pas faire finalement cette radiothérapie de l'encéphaline toto qui a été le standard de traitement des patients qui ont des métastases multiples depuis des dizaines d'années?
Alors la raison pour laquelle on se pose ces questions désormais, c'est parce que plusieurs essais cliniques randomisés chez des patients avec 1 à 3 métastases cérébrales traités par chirurgie et ou radiochirurgie ont montré qu'après un traitement focal des métastases cérébrales, le fait de faire l'encéphale in toto tout de suite après, finalement, n'améliorait pas la survie globale par rapport au fait de le faire plus tard dans la maladie, si besoin. Donc ça, c'est ces courbes de survie que vous pouvez voir ici. Il n'y a pas de perte de chance à ne pas faire l'encéphale in toto, si on peut ne pas le faire immédiatement. Par contre, ce qui a été clairement montré, c'est que le fait de faire précocement une radiothérapie de l'encéphale in toto, c'est associé à une moins bonne survie sans détérioration cognitive et à une moins bonne qualité de vie. Donc finalement, si on résume, c'est un traitement l'encéphale in toto qui, en termes de survie, ne va pas apporter grand-chose de le faire tout de suite, et puis c'est toxique. Donc l'idée, clairement, et puis le standard chez les patients qui sont en bonne forme, qui ont 1 à 3 métastases cérébrales traitées de manière focale, c'est d'essayer de ne pas faire l'encéphale in toto tout de suite, faire une surveillance après chirurgie ou radiochirurgie. Mais notre patiente, elle n'a pas 3 métastases, elle en a 6. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer à cette patiente? Est-ce qu'on pourrait lui proposer de la radiochirurgie, un traitement de radiothérapie très focalisé sur ces 6 lésions cérébrales? Des essais sont en cours pour tester cette stratégie. On ne sait pas actuellement si c'est une bonne stratégie ou pas. Est-ce que l'immunothérapie dont vous a parlé Ahmed pourrait être une piste? Clairement, des données préliminaires laissent penser que ça pourrait être une stratégie intéressante, mais les études sont en cours, on ne sait pas actuellement. Et finalement, chez cette patiente qui a une cible pour des thérapies ciblées, une option, c'est l'utilisation d'une thérapie ciblée anti-VEGFR, un traitement systémique pour traiter ces métastases cérébrales. Jusqu'à présent, cette stratégie n'avait pas fait l'objet d'une évaluation, on disposait de données rétrospectives, et récemment, un essai clinique a montré que chez les patients pour lesquels il existe on peut utiliser une thérapie ciblée, le fait d'utiliser ces molécules, c'est plus efficace que la réalisation d'une radiothérapie de l'encéphale in toto et certainement moins toxique. Les résultats que je vous montre ici sur ces courbes sont obtenus avec une thérapie ciblée de première génération et on pense qu'avec les dernières thérapies ciblées dont on dispose désormais, les thérapies ciblées de troisième génération qui ont été conçues exprès pour franchir la barrière hémato-encéphalique, les résultats pourraient potentiellement être encore beaucoup plus intéressants. Alors, vous voyez que cette patiente, elle a été traitée par une thérapie ciblée, il y a une bonne réponse, et finalement, c'est une patiente qui a pu continuer à travailler malgré un diagnostic de métastases cérébrales multiples pendant 2 ans. Ensuite, il y a eu une progression locale, puis une méningite, et elle est décédée. Mais clairement, vous voyez que c'est une histoire différente de celle qu'on peut avoir en tête des patients qui ont des métastases multiples il y a quelques années. Donc voilà les messages que je voulais vous délivrer, à savoir que l'analyse moléculaire fait désormais partie intégrante du diagnostic des tumeurs cérébrales, que même s'il reste modeste, vous voyez qu'on fait des progrès, il y a une dynamique de progrès dans les glioblastomes et que les traitements systémiques jouent un rôle croissant dans les métastases cérébrales. Et enfin, vous voyez que la prise en compte de la toxicité neurologique des traitements oncologiques est devenue quelque chose qui joue un rôle de plus en plus important. Je vous remercie de votre attention.